Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une analyse des cartes du mini-set donc qui arrive aujourd'hui, enfin ce soir, on m'a envoyé cette vidéo, très certainement. Et on va commencer par les cartes neutres pour justement pouvoir analyser les synergies qu'on a, notamment je pense aux synergies Evolve grâce à la carte que vous voyez juste ici, et qui peut rendre Shaman totalement absurde. Donc on va voir le mini set ensemble, on va essayer d'évaluer son power level, est-ce qu'il a de quoi changer la méta, c'est-à-dire des decks qui n'étaient pas joués, pas beaucoup joués en tout cas comme Warrior, les rendre à nouveau jouables. Donc ça va être un peu l'analyse que je vais essayer de faire, le plus objectif possible. Donc que fait cette carte? Le Thaddeus Monstruosité. Provocation, vos cartes de coup impair coûtent un cristal, le bonus s'applique de coup pair le tour suivant. Donc en gros, au moment où tu joues cette carte, au début ça va être donc des cartes de coup impair qui coûtent 1, ça veut dire que le tour suivant, les cartes de coup de pair coûteront 1 de mana. Et du coup si tu les évolves, et ben directement tu évolves cette carte, enfin tu obtiens cette carte et derrière tu as tout simplement la possibilité de spammer un petit peu le board avec toutes tes cartes impaires. Dans Shaman Evolve on a quoi? Faudra voir les bonnes cartes qu'on a, on a pas mal de T5 notamment, donc à voir. Est-ce que cette carte peut être totalement débile à Android? Je vois pas beaucoup de cartes impaires pour le coup. Donc, à moins que cette carte stick et du coup que le tour suivant, ça soit les cartes de coup pair, et là vraiment tu peux faire des choses absurdes, notamment avec Bran, l'OTK, etc. Sinon, je vois pas trop l'intérêt, faudrait voir vraiment explorer des cartes à 1 de mana que tu pourrais avoir, enfin de coup impair. On enchaîne avec Vaifandre, Cavalier de la Guerre, donc cette carte fait penser à l'époque de Paladin OTK, où il faut avoir donc les 3 cavaliers dans votre deck. Et quand les 3 cavaliers meurent, si je ne me trompe, c'est détruire le héros adverse. Donc cette carte a vraiment de quoi booster les archétypes contrôle, c'est-à-dire leur donner une win condition, très clairement. Je pense notamment à Guerrier Control qui, voilà, avant c'était quoi la win condition? C'était l'OTK. Donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, on a une win condition qui peut passer les taunts. Je pense notamment à Prêtre qui pouvait faire vraiment plein de taunts, et donc c'est très cool. Donc voici à quoi ressemblent les cartes. Vous avez donc un T6 avec vol de vie, râle d'agonie, donc si les 4 cavaliers sont morts pendant cette partie, détruit le héros adverse. Il y en a une, ça va être pareil, une 6-6 pour 6 la ruée, et enfin la dernière va être une provocation. On enchaîne avec la carte de Mistake. Une erreur en français, c'est sûrement l'une des cartes les plus intéressantes de la nouvelle extension. Pourquoi? Parce que à elle seule, elle va permettre à des archétypes tels que Naga Priest, n'importe quel deck aggro qui aurait envie de jouer que ce soit des Nagas, que ce soit des morts vivants, de jouer cette carte et vraiment d'avoir un T1 très huge. Et ce genre de T1 a vraiment de quoi juste changer un peu la méta, dans le sens où ça va rendre beaucoup de decks aggro viables à nouveau. Et donc j'aime beaucoup le retour de cette carte. Enfin, du moins c'est une espèce d'amalgame, mais en T1, donc ce qui est encore plus fort. Donc vraiment très flexible à jouer. En plus de ça, vous avez l'archétype Paladin. Et tous les decks qui voulaient jouer Kazakusan. Donc on pourrait très clairement imaginer le retour de deck Kazakusan grâce à cette carte, tout simplement. Parce que voilà, vous avez 1-3, 1-3, derrière il faut juste 2 autres dragons pour que vous ayez Kazakusan d'actif. On enchaîne maintenant avec l'Exarque perdu. Râle d'agonie, dépense tous vos cristaux de mana, invoque autant de zombies de 2 avec ruée. Donc ce qui est dommage, c'est que c'est un râle d'agonie. Mais voilà, ça avait été un cri de guerre, ça aurait été très cheaté. Donc quelle est la pertinence de ce râle d'agonie? C'est que voilà, vous avez quand même une 5-4 qui... On enchaîne avec l'Exarque perdu. Un T4, râle d'agonie, dépense tous vos cristaux de mana, invoque autant de zombies 2-2 avec ruée. Donc je me demande avec cette carte si le mana dépensé c'est le mana du tour suivant ou celui du tour d'avant. J'avoue que je saurais pas vous dire. J'aurais tendance à dire que c'est le mana du tour d'avant que vous n'auriez pas dépensé.
par contre, bah, du coup, si cette carte a stick sur le board, bah, ça va être du coup pendant votre tour. Imaginons que cette carte soit en vie, bah, vous allez pouvoir bah, la tuer et justement invoquer autant de 2-2. Derrière, est-ce que si jamais vous avez comment dire, vous avez 5 de place sur le board, est-ce que ça va juste vous dépenser 5 de mana ou vraiment tout votre mana? Ça je sais pas. On verra du coup en pratique pour cette carte, mais en tout cas pour mettre du board, cette carte a de quoi être intéressante si bah, par exemple vous avez 10 de mana, vous jouez cette carte et derrière vous avez genre je sais pas 3 de mana restant du tour d'avant. Derrière c'est une 5-4 qui invoque beaucoup de 2, donc très bien pour le board, donc on pourrait l'avoir dans pas mal de decks prise de. On enchaîne enfin avec la dernière carte neutre qui est l'ombre ténébrante, une ruée pour 3 de mana, soif de mana 6, gagne réincarnation, donc pour si vous avez 6 de mana, c'est donc une 3-3 qui est ruée 2 fois, et en termes de prise de board c'est vraiment pas mal, hein. On pourrait l'imaginer dans des decks comme, je sais pas, comme Druid qui aurait envie de reprendre le board, et donc la carte est vraiment pas mal. Du moins dans un archétype aggro, pour contrer les archétypes aggro. On enchaîne maintenant avec la classe Shaman. Et avec cette première carte qui est une carte à la fois de value, mais en même temps une carte bah, juste freeze un serviteur, ça peut être vraiment pas mal. L'intérêt de cette carte c'est que vous pouvez la faire également sur un de vos serviteurs, et donc récupérer bah, n'importe quelle carte que vous voulez avoir en main, sur un Théotard en face, donc vraiment pas mal de value. Après, est-ce que vraiment ça mérite sa place? Pour l'instant, je pense pas, à moins qu'il y ait vraiment une carte prédominante du style Théotard, enfin peut-être quelque chose de plus tempo ou orienté value. Donc ce deck aurait sa place dans un deck un peu orienté value, mais voilà, pour l'instant je pense on va pas réussir à la jouer tout de suite. On enchaîne maintenant avec une carte Murloc pour 3 de mana. Le mâchouilleur Givrelon. Crée de guerre invoque 3 Murloc 1-1 si vous avez joué en élémentaire au tour précédent. Globalement, il faut imaginer quoi? Un deck un peu hybride, élémentaire et Murloc. Du coup, ça fait quoi? Ça fait l'équivalent de 5-6 de stats sur 3 de mana. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point la tempo de 5-6 est vraiment insane. Je pense notamment à Amalgame que vous pouvez faire sur tour 2, mais on peut vraiment... Il y a quand même un bon package élémentaire qui était pas mauvais à un moment, et on peut le voir de retour grâce à ce genre de carte, parce que 5-6, c'est surtout le fait que ce soit split, parce que vraiment Shaman aggro avec Bloodlust, c'est vraiment très énervé. Donc avoir vraiment la capacité de jouer plein de serviteurs facilement, ça rend la carte vraiment plus intéressante que si c'était juste 5-6 pour 3. Et enfin, la dernière carte de Shaman, la Transflammation. Transflammation, choisis un serviteur, découvre un serviteur coûtant un cristal de plus sur lequel transformer. Donc ça va être intéressant avec le Gnoll que vous voulez transformer en T10 et avec la nouvelle légendaire à 10. Donc si vous arrivez à l'avoir en évolution, ça a de quoi être vraiment pas mal. C'est une carte va être intéressante dans l'archétype Evolve. Bon, c'est une carte de feu, donc au passage, ça fait partie des cartes que vous pouvez découvrir sur le sort à 1. Vous savez, il y a un sort 1 qui vous donne un sort de feu ou de nature ou de givre, je crois. Donc ça fait partie des cartes que vous pouvez découvrir, c'est à savoir. Maintenant, pour les cartes que vous pouvez évoluer, donc le nouveau T10 qui vous permettrait de faire un tour assez absurde avec plein de cartes impaires. Et donc si vous arrivez à évoluer le Gnoll en le T10 qu'on a vu, toutes vos cartes impaires coûtent 1, bah, vous avez vraiment de quoi gagner des parties sur le tour 3 en fait. Pourquoi tour 3? Parce que parfois vous arrivez à faire, avec la pièce bien sûr, un Gnoll sur tour, même, ouais, facilement, vous pouvez faire un Gnoll Evolve sur le tour 2, et derrière, s'il n'est pas géré, donc si la grosse créature n'est pas gérée, vous allez avoir les cartes de coup pair le tour suivant qui coûteront 1, donc vous aurez 3 de mana, vous pourrez jouer 3 cartes. Donc ça, c'est évidemment la curve parfaite, mais ça peut arriver, ça arrivait, et si vous arrivez à Evolve exactement CT10, bah, vous avez vraiment moyen de bullshit l'adversaire et gagner tour 3, mais on peut le voir tour 4, tour 5, et du coup derrière, tour 3 vous faites Evolve, vous avez 2 mana restants. Ben, avec ces 2 mana restants, vous allez pouvoir jouer 2 cartes de coup impair, mais ça suffit à gagner très tôt. Donc on a vraiment un archétype bullshit qui peut arriver dans la méta, grâce à ce Shaman.
et grâce à cette carte. On enchaîne maintenant avec Chasseur. Et avec une carte très chère, donc c'est étonnant pour la classe Chasseur, on va voir ce qu'elle fait. Elle découvre une bête de votre deck et l'invoque, donc c'est pour 7 de mana. Donc imaginons que vous jouez King Crush dans le deck, soif de mana, si vous avez 10 de mana, on invoque aussi une copie, donc concrètement vous pouvez avoir 2 King Crush. On peut imaginer un archétype où on jouerait quoi? On jouerait le T7 qui double les caractéristiques des serviteurs de votre deck. Bien évidemment ça revient à ne pas piocher King Crush, mais en tout cas un archétype assez big avec ce genre de carte a vraiment de quoi faire des choses assez absurdes et des OTK potentiellement. Donc imaginons 2 King Crush qui ont doublé leurs stats, ça fait donc 32 d'attaque si vous en avez 2, et c'est pas mal, hein, des petits OTK en chasseur, possible à nouveau. On se rappelle avant qu'on jouait un petit peu, comment dire, on jouait, il y a déjà une méta avec chasseur avec des spells assez chers, ça fait un peu penser à cette méta. On enchaîne avec une carte à 2 de mana qui est un secret. Une fois que votre adversaire a joué un serviteur, invoque 4 zombies 1-1 qui l'attaque. Donc pour 2 de mana, c'est un secret qui est équivalent à 4 de stats. Dans une méta plutôt board centrique, c'est intéressant, hein. Votre adversaire joue un trog ou n'importe quoi. Derrière, vous avez 4 de stats, vous avez un petit peu de board. Et les cartes, je crois que c'est des morts vivants. Donc voilà, si vous avez des synergies morts vivantes, carte intéressante. Pareil, ça augmente le nombre de secrets que vous pouvez avoir. Je crois que du coup, si vous avez Tavish, ça va donc invoquer 2-2, enfin 4-2-2 plutôt, que des 1-1. Et du coup, très intéressant. Après, c'est sûr, ça sera pas forcément le pic de prédilection que vous voulez, mais ça reste intéressant. En fait, ce qui va être le plus intéressant, c'est si vous avez le bunker à 2 de mana qui vous permet en fait de piocher vos secrets et ils coûteront 1 de mana. Donc ça veut dire que pour 1 de mana, vous avez l'équivalent de 4 de stats en plus de filtrer le deck. C'est en soi que ça peut être vraiment une bonne. On enchaîne enfin avec un T1 qui est un mort-vivant. Pour la synergie mort-vivant, c'est bien d'avoir ce genre de T1 parce que elle est intéressante et je pense sera jouée même dans des decks qui ne sont pas morts-vivants. Cri de guerre, vous piochez un sort coûtant 1 cristal, donc cette carte va être très intéressante tout simplement pour filtrer le deck. Donc un T1 en plus de ça, voilà, c'est bien d'avoir cet outil de filtrage de deck, c'est vraiment une carte intéressante. Maintenant passons à la classe chasseur de démons et on a une arme à 1 pour commencer. Emprise du désastre, 1 d'attaque de durabilité, râle d'agonie, ajoute une carte avec marginal et aléatoire dans votre main. Donc ça vient booster un petit peu l'archétype marginal. Après, voilà. En vrai, l'archétype marginal, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais Mac Banterface avait joué le deck en top légende et il s'en sortait vraiment bien. Donc ce genre d'ajout peut vraiment booster un peu l'archétype. Donc pourquoi pas. Évocatrice Gangrekai, 5-7 pour 6, à la fois un démon et un naga, cri de guerre. Si vous avez lancé 3 sorts avec cette carte en main, invoque un autre démon de votre deck. Globalement, j'aime bien l'idée que l'archétype démon soit boosté. C'est une carte qui peut être viable à terme, à voir si vraiment on a... comment dire, que cet archétype-là domine l'archétype de Burst actuel, ou bien Spell, à voir. Et enfin, ma préférée des 3 cartes Demon Hunter, c'est cette carte, la carcasse titubante. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau meilleur T1 du jeu. Au final, 2-3 de stats pour 1 mana. Et en plus de ça, ça a rué. Donc globalement, c'est juste débile. Maintenant, râle d'agonie inflige 4 points de dégâts à votre héros ou héroïne. Est-ce que c'est vraiment grave? Pas vraiment, parce que vous allez tellement finir vite les games, notamment contre je sais pas, des match-up où en fait c'est vous qui aurez le board, donc ça veut dire que vous prendrez juste peu de dégâts. Passons maintenant à la classe, pas chasseur de démons, mais Death Knight. Donc Death Knight, il n'y avait pas de colossal jusqu'à présent, il n'y avait pas non plus de lieu. Et maintenant, on va avoir l'arrivée de Colossal, donc du Colossal de DK. On voit qu'il va être accessible à la fois si vous jouez
si vous jouez les bleus, donc vous jouez que des cartes bleues ou vous jouez que des cartes blood, donc Frost ou Blood. Donc dans les deux archétypes, il sera pas accessible en aggro. En tout cas en aggro, je pense pas que c'est le genre de carte ultra intéressante, donc ça me choque pas. Dans l'archétype vert, ou Impi encore en français. Donc qu'est-ce qu'il fait? Colossal plus 2, donc vous allez avoir deux créatures qui vont être des 2-1 rush. Une fois qu'un serviteur adverse est gelé, le détruit, donc ces 2-1 rush vont pouvoir freeze un serviteur adverse, et donc vous allez avoir vous allez pouvoir tuer deux serviteurs concrètement grâce à ce colossal, une 6-6 pour 7 qui détruit deux serviteurs. Donc en termes de stats, c'est vraiment bien parce que le DK Frost, il pouvait vraiment freeze le board, mais au bout d'un moment, s'il gère pas le board, s'il y a des créatures problématiques, je pense notamment à Voleur Miracle, et bien cette carte va vous permettre d'un petit peu vous sortir de situations comme ça. Donc voilà, au moins un colossal, il est intéressant. Maintenant, passons au lieu de dégâts. Quartier des assemblages, donc pour 3 de mana, 3 de durabilité. Détruire un serviteur allié pour invoquer un mort-vivant 4-5 avec ruée. Tout simplement, vous pouvez charger avec la 1-1 et ensuite la transformer en 4-5 avec ruée. Quoi de plus insane en termes de mana? Ça veut dire que pour 2 de mana, vous avez un dégât au héros adverse et en plus de ça, une 4-5 ruée. J'aime beaucoup ce lieu, je pense qu'il sera joué dans... ça me choquerait même pas qu'il soit joué dans tous les archétypes de DK. Donc c'est cool que DK ait enfin son lieu, ça va vraiment booster l'archétype. Et DK peut vraiment remonter en haut du classement des decks. Sirène, Givre Écaille, Cri de guerre. Si vous avez lancé 3 sorts avec cette carte en main, gèle 3 adversaires aléatoires. C'est une 2-3 pour 3, c'est un mort-vivant et un naga. Donc le DK n'avait pas non plus de naga qui lui était propre. Donc si vous avez lancé 3 sorts avec cette carte en main, maintenant on en a une. Et ça va être une carte Frost. Est-ce qu'on aura envie de jouer cette carte? À voir, mais en tout cas c'est le genre de T3 qui peut bien rentrer parce que dans l'idée tu cherches juste à gagner du temps quand tu joues DK Frost jusqu'à tuer l'adversaire, avoir 7 burst en main, setup un OTK, puis avoir le T7 qui gèle tout le board, et voilà. Passons maintenant à Démoniste, et l'archétype Zo qui devrait devenir assez broken. Notamment avec cette carte à 2 de mana, Rêve d'Enfer, confère aux démons et Murloc alliés, Râle d'Agonie invoque un Murlotin 2-2. Ces Murlotins sont donc à la fois des imps, donc, qui vous permet de booster grâce au lieu à 2 de mana vos créatures, donc +1/+1 pour chaque imp que vous avez. Et en plus de ça, des Murlocs, donc pour toutes les synergies Murloc, avec notamment la carte qui donne +1/+1 aux Murlocs, à tous vos Murlocs, où qu'ils soient. Donc vraiment une carte qui va booster l'archétype aggro. En plus de ça, avec l'ajout l'erreur, une erreur, je crois qu'elle s'appelle comme ça, 1 de mana, on a vraiment un archétype aggro basé sur Murloc ou bien démon, genre les imps, qui va vraiment être boosté avec l'ajout de cette carte et le nouveau T1. Maintenant, 2 de mana, Colporteur Suspect, ça fait penser à l'ancien T1, vous doutez, celui qui était ajoute une carte à 1 mana, je crois, aléatoire, ou on découvre une, je sais plus, mais découvre une carte coûtant 1 cristal. Si votre adversaire devine votre choix, il ou elle en obtient une copie. Est-ce qu'on a des cartes intéressantes à 1 mana? On peut voir des Mortal Coil qui donnerait de la pioche, le sort à 1 qui met de la fatigue dans le deck adverse, ou encore l'altar de feu. Donc imaginons que vous affrontez un deck combo, cette carte peut être flexible. Maintenant, est-ce qu'on a des boosts à 1 mana? Je suis pas sûr pour un archétype Zo, mais voilà, juste le body est ok. Maintenant, Éruption de Peste. 3 de mana, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Si vous avez défaussé une carte pendant cette partie, on inflige 1 de plus. Donc dans un deck défausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez infliger, faire une AOE à 3 à tous les serviteurs. Est-ce que c'est intéressant? On n'avait pas beaucoup d'AOE pour démoniste. Si la méta est très aggro, dans un démoniste un peu contrôle, c'est bien d'avoir une AOE à 3 de mana seulement. Là on avait altar, on avait le sort à 4 de feu, mais bon, on préfère largement cette carte. On préfère cette carte parce que cette carte coûte moins cher.
Maintenant, la classe druide, la classe qui a toujours été broken par excellence, a-t-elle eu des nouvelles cartes? Spoiler, oui, de très bonnes cartes. Notamment avec cette carte à 3 de mana, cycle éternel. Vous piochez 3 cartes, un prénom 6, coûte 1 de mana. Donc c'est une carte qui va coûter 1 de mana, qui vous fait piocher 3, et autant vous dire que atteindre 6 de mana, c'est très facile, surtout quand vous jouez druide. Tour 3, ça peut arriver, enfin tour 3, tour 4. Donc je trouve cette carte vraiment absurde, c'est-à-dire d'avoir de la draw pour aussi peu cher. Donc certes il y aura la rotation et on va perdre des cartes comme peut-être le T8 qui nous fait piocher 3 cartes et invoque un serviteur de coût équivalent, enfin de stats équivalent à votre main. Mais voilà, je trouve vraiment cette carte très très forte, et même dans un deck aggro en fait cette carte m'a l'air juste nutsy, enfin trop bien. Griffure, 1 de mana, donne plus 2 d'attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour. Inflige des dégâts équivalents à son attaque à un serviteur. Maintenant, si vous avez donc l'archétype Quest, qui va être valable je crois jusqu'à la rotation, vous allez facilement pouvoir tuer un serviteur grâce à cette carte, et on pourrait revoir le retour de Druid Quest juste grâce à cette carte, parce que vous aurez un removal facile. Vous pourrez removal très tôt grâce à Griffure en serviteur, donc carte très intéressante pour cet archétype en question. En soi, quand on va plus loin, est-ce qu'il n'y a que cet archétype? Non, parce que grâce à cette carte, vous allez pouvoir gérer des decks aggro, parce que au final ça revient à inflige 2 points de dégâts à 2 serviteurs, et Druid a vraiment du mal avec les decks aggro, donc ajouter ce genre de carte est vraiment très cool. Et enfin on finit avec Scarabée de la mort, provocation, soif de mana 11, gagne plus 4 et charge. Donc autant vous dire que oui, il va falloir être sous gueuf pour que cette carte soit active, donc ça va être à la fois une bête et un mort-vivant. Et cette carte, vous allez pouvoir donc la synergiser avec le sort à 2 qui pioche une bête de votre deck. Et cette bête coûtera 1 de moins si vous avez moins de 5 de mana, 2 de moins si vous avez 5 de mana, et je crois que ça monte un peu comme ça jusqu'à peut-être 8 de mana. Et en tout cas, grâce à des cartes comme Faceless, vous pouvez avoir donc des 10-10 charges. Et on peut vraiment voir un espèce de druide OTK arriver à la place d'Astalor ou en complément d'Astalor pour justement des decks contrôle dans lesquels il y a besoin de beaucoup de dégâts. On pourrait voir également l'archétype avec le T7 qui est double stat des cartes de votre deck, donc ça serait donc une 12-12 qui deviendrait plus 4, 16-16 et charge, ce qui serait globalement assez fort. Maintenant on passe à Guerrier. Est-ce que Guerrier a hérité de bonnes nouvelles cartes? Et on va regarder ça avec cette première carte. L'archétype Provocation avait, pendant un moment j'avais essayé de build des choses autour de Provocation, et on a cette carte qui va nous permettre d'avoir un peu de la value et en même temps de booster un archétype Provocation. Est-ce que ça sera viable? Est-ce qu'on jouera juste cette carte sans jouer l'archétype Provocation? À voir. En tout cas, que fait la séance d'entraînement pour 1 mana? Découvre un serviteur avec Provocation. Si vous le jouez pendant ce tour, recommence. Donc il faudra analyser en détail toutes les provocations qui existent. Il y en a peut-être des biens pour pas cher, mais l'idée c'est que pour 1 mana, imaginons que vous soyez dans un match-up contrôle, enfin contrôle contre contrôle, ou du moins value contre value, ce genre de carte vous permet donc d'avoir jusqu'à 10 de mana, enfin 9 de mana en comptant le mana joué pour cette carte, des taunts que vous allez jouer pour un petit peu faire un tour assez tempo, value. On passe maintenant à une carte qui peut booster un archétype que peut-être vous avez aimé ou détesté affronter, le guerrier pirate avec la quest. Point crochet 3000, donc un espèce de mecha pirate, c'est tout simplement à la fois un mecha et un pirate en type de serviteur. Un T3, 4-3 pour 3. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué, vous gagnez 4 armures et piochez une carte. Je trouve qu'à elle seule, elle peut redonner de la force à Guerrier Quest, et je pense que j'essaierai à la sortie de l'extension un peu de build un Guerrier Quest, ou du moins c'est le seul archétype que je vois vraiment viable avec cette 4-3. Ça synergise vraiment trop bien parce que vous allez avoir une arme constamment, et donc cette 4-3 a vraiment de quoi être forte, donc j'aime beaucoup. On a enfin le dernier serviteur, un T6 Provocation.
3-8 pardon, pour 6, c'est un mort-vivant. Cri de guerre, invoque une copie de ce serviteur si vous avez 5 d'armure ou plus. Donc ça va devenir très intéressant d'avoir, vous voyez le petit sort à 1 qu'on a qui permet de découvrir une provocation. Si vous avez voilà, de la value, vous avez besoin de value contre un deck aggro qui vous martyrise et voilà, juste double 3-8 provocation, ça a de quoi vous sauver. Et derrière, si vous la jouez pendant ce tour, vous pouvez facilement avoir une autre 3-8 que vous allez découvrir pour le tour suivant. Donc c'est vraiment pas mal le sort 1. On a vraiment de quoi faire beaucoup de value et de beaucoup tenir sans avoir à dépenser des AOE parce qu'au bout d'un moment on peut être à court d'AOE de gestion de board. Et la condition, autant vous dire qu'elle est très facile à atteindre, donc carte très bonne. Et en plus de ça, on a des cartes qui permettent de dupliquer les taunes dans votre main, de les booster. Une carte à 4 de mana qui donne plus 4 plus 2 à une carte, un serviteur en main, donc vraiment très bonne carte. On passe maintenant à la classe mage avec la jeune recrue spectrale pour 3 de mana. Une fois que vous avez lancé un sort, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. En quoi elle peut être intéressante? Si la méta est assez board centrique, vous jouez un deck, je sais pas, OTK ou du moins Burst, du coup vous avez cette petite 1-4 qui vous permet de faire des petites AOE et de reprendre le board. Donc en mirror de match-up tempo, cette carte elle doit être intéressante. Mais pour l'instant je vois pas dans quel slot elle pourrait rentrer, il faudrait vraiment rebuild un nouveau mage axé OTK par exemple. On a maintenant une carte à 3 de mana, la Tis Tornade. 4-3 pour 3, si vous avez lancé un sort au tour précédent, découvre un élémentaire, donc c'est à la fois un élémentaire et un naga. Du coup elle peut se découvrir, non elle peut pas se découvrir elle-même, je crois que les cartes ne peuvent plus se découvrir elles-mêmes. C'est de la value, après est-ce qu'on a vraiment envie de jouer ça? Dans un archétype naga, pourquoi pas, mais on sera pas si content de découvrir un élémentaire, à part peut-être l'amalgame, donc à voir, mais... ouais, je pense pas que ça sera vraiment jouable. Déchirer la réalité. 4 de mana, place 2 sorts de mage aléatoire du placé dans votre main. Il coûte 2 cristaux de moins. Les cartes du passé, j'aurais tendance à dire qu'elles sont plutôt fortes. On avait eu une carte à peu près similaire qui donnait des cartes du passé. C'est des cartes qui sont en wild, je crois. Donc à voir pour la liste, mais en tout cas, c'est une carte qui coûte assez cher. Donc est-ce que vraiment... cette carte sera bien? La synergie, il faut penser aux synergies qu'on peut avoir. On a notamment synergie avec le T7 je crois, ou T8, qui rejoue tous les sorts qui n'ont pas commencé dans votre deck. Donc à voir si du coup cette carte est pertinente. Ça dépendra des cartes qu'on aura en fait, des cartes du passé. On va maintenant passer à Paladin, et Paladin il y a vraiment de bonnes cartes intéressantes, notamment en termes de value de pioche. Avec ce purificateur, le purificateur qui est une provocation 4-6 pour 5, cri de guerre, si votre deck ne contient aucune carte neutre, vous piochez un serviteur de chaque type. Au final, ça va être vraiment une carte qui va être là pour la stabilité du deck Paladin pur, notamment. On pourrait très vite s'épuiser en termes de ressources, et cette 4-6 pour 5, le body est vraiment très ok, et on avait une carte à peu près similaire qui nous faisait piocher avant, je ne saurais plus vous dire le nom, mais c'était à peu près le même genre, et ce genre de carte c'est vraiment là pour booster les archétypes un peu tempo. Maintenant un nouveau dragon, Eldoré pour 4 de mana qui est là à la fois un mecha et un dragon, et le fameux dualité, qui fait que du coup les serviteurs peuvent avoir 2 types. C'est très intéressant parce que du coup si vous voulez piocher à la fois un mecha et un dragon, vous pouvez piocher 2 dragons en fait, imaginons que vous jouez un deck Kazakusan, en fait ça va faire par élimination, même si vous avez genre je sais pas 2 cartes qui sont des mecha dragons, une carte qui est un mecha à elle seule, ça va être aléatoire pour le mecha entre les 3 cartes, et ensuite pour le dragon ça va être entre les 2 restants, et au final, ça peut pas, comment dire, si vous avez Mecha Dragon, une carte qui serait Dragon élémentaire, et une autre carte qui serait, je sais pas, élémentaire Dragon, et bien, vous allez forcément pouvoir piocher dans l'ordre, vous allez pouvoir tout piocher, c'est-à-dire il n'y aura pas un moment où vous allez piocher un Mecha,
Et ensuite, cette carte qui est l'aile dorée qui était considérée comme un mecha, bah du coup vous n'allez pas piocher d'autres mechas. C'est-à-dire que si vous avez un mecha unique dans le deck et plusieurs mecha dragons, enfin un mecha dragon, ça va piocher forcément le mecha, vous n'allez pas être biaisé dans le sens où ça va piocher juste ce serviteur qui est considéré comme un mecha au moment où il est pioché. Et bah du coup, ça va être un 50-50 que ce serviteur soit considéré comme mecha ou dragon. Donc je sais pas si c'était clair, je pense pas. Mais dans l'idée, c'est vous montrer que vous allez forcément ne pas être baisé sur la 4-6 qui pioche. Chevalière des morts, donc 3 de mana. Cri de guerre inflige 5 points de dégâts à votre héros ou héroïne. Soif de mana 7. Rend 5 PV à votre héros ou héroïne à la place. Donc c'est une 3-3 pour 3 de mana. Donc autant vous dire qu'un Yeti pour 3 on prend. C'est même mieux qu'un Yeti. 5-5 de stats, c'est assez fort. Et c'est un mort vivant, donc ça va vraiment dans l'idée de piocher tout simplement plein de cartes de plusieurs types du deck. C'est une très bonne carte là-dessus. Donc au final, on se retrouve avec un archétype paladin qui se retrouve vraiment très bien boosté, notamment l'archétype de paladin tempo. On passe maintenant à la classe prêtre et on a l'ajout d'un sort d'ombre qui est pas si fou à mes yeux. Détruit un serviteur, rend un montant égal à ses PV à tous les personnages alliés. À moins d'avoir vraiment un serviteur très gros en stats, la carte n'est pas si forte. On a déjà suffisamment d'AOE à voir à la rotation, peut-être qu'on aura moins d'AOE, mais sinon la carte, je la trouve pas incroyable. On a par contre une carte qui est un peu plus intéressante. Incandescence mentale pour 1 de mana, inflige 2 points de dégâts à un serviteur. S'il meurt, inflige 3 points de dégâts au héros ou à l'héroïne adverse. Pourquoi elle est intéressante? Parce que c'est une carte de burst indirectement, donc qui peut être découverte dans le prêtre Svanna. Donc ça veut dire que vous avez vraiment un outil, une carte supplémentaire, ça fait donc 3 outils. On a 2 outils de burst, 3 si on compte l'AOE à 5 de mana qui fait 2 à tout le monde, même au héros adverse. Donc c'est une carte ok. On peut l'avoir en wild assez broken, tout simplement parce que vous pouvez faire des dégâts à l'infini avec le petit, vous savez, le petit 0-1 qui redonne tous les spells que vous avez utilisés sur lui en main. Donc ça va être long pour les animations, mais voilà, c'est possible. Ça sera possible de faire des OTK, même si c'est lent, mais ça sera possible. Et on finit enfin avec une carte qui pourrait être une carte de chasseur très clairement, mais au final elle va être très bien dans l'archétype de prêtre aggro shadow. Donc, prêtre aggro shadow, si vous êtes un amateur d'aggro, cette carte va être juste parfaite pour vous. Cri de guerre, dragage, si c'est un mort vivant, inflige 5 points de dégâts au héros ou à l'héroïne adverse. Donc 5-4 de stats pour 4. 5 de dégâts de burst, c'est incroyable plus. Donc on a tellement de burst en plus dans l'archétype ombre, prêtre ombre, que ce genre de carte, ça a vraiment de quoi rendre le deck broken. Donc attention au deck lent comme druide, hein. Vous allez pouvoir vous faire prendre de vitesse par ce genre de deck. On enchaîne maintenant avec la meilleure classe du jeu actuellement, enfin une des meilleures classes, le voleur. Quelles sont les merveilles qu'on a pour cette classe tier S actuellement, clairement? On a la création recousue, combo gagne +2/+2, c'est une 1-1 pour 3 qui aura minimum 3-3 de stats. Imprégnation, donc si vous avez vu 2 serviteurs morts avec cette carte en main, gagne +3/+3. Donc condition très faisable, notamment si on a un archétype un peu pirate aggro, qui deviendrait viable à nouveau. J'y pense, la carte de druide, je me suis totalement trompé, j'ai confondu soif de mana et imprégnation, mais il n'empêche que la condition pour piocher 3 cartes avec le sort à 6, elle est très facile à atteindre, notamment dans un deck aggro. Donc on pourrait peut-être même plus voir la carte dans un deck aggro, à voir. Soif de mana 8, gagne +4/+4, donc si la partie commence à durer, ce genre de carte peut juste atteindre 10-10, donc +4/+4, +3/+3, +2/+2, donc ça sera juste une 10-10 pour 3 de mana. Autant vous dire que des decks comme Voleur Jackpot pourraient juste jouer ce genre de carte, parce que en termes de tempo, c'est vraiment pas mal, et au pire, juste si vous faites l'imprégnation et combo, ça fait quand même une 6-6 pour 3, donc ce qui est vraiment très correct. On a une nouvelle carte pirate, donc je vous disais que l'archétype
pirate rogue pourrait revenir, et notamment le pavillon noir. Une fois que votre héros a attaqué, invoque un pirate mort-vivant 1-1, donc à la fois mort-vivant et pirate, ce qui du coup vous permet de booster le nombre de... enfin, augmenter le nombre de serviteurs que vous allez avoir pirates. Le nombre de pirates que vous allez jouer pour le T8 légendaire qui serait là pour les decks, contre les decks contrôle notamment, ou même juste des decks tempo auxquels vous avez envie de voler de la value. Je pense donc au T8 légendaire pour 8, si vous avez joué 8 pirates, vous choisissez un des trucs à lancer. Bon, c'est pas clair quand je dis comme ça, mais je pense que vous voyez de quelle carte je parle. Et enfin, pour voleur, inflige 1 point de dégâts à un serviteur, donc c'est le saccage, ça vaut 0 de mana. Si vous avez joué une carte d'une autre classe pendant ce tour, inflige 4 points de dégâts à la place. Donc ça va être intéressant pour voleur d'avoir ce genre de carte qui ne coûte pas cher, notamment je pense à un espèce de prêtre miracle ou prêtre combo. Le seul problème c'est que ça va être pas simple d'ajouter des cartes d'une autre classe à votre main, enfin et surtout de la jouer, donc à voir. Sur le papier, c'est une carte à 0, on aime bien pour prêtre, enfin pour voleur combo, mais en pratique, pas sûr que ça soit vraiment viable. On a fait le tour donc de toutes les cartes du mini-set, pas mal de cartes intéressantes notamment pour les archétypes chaman avec la carte neutre, donc légendaire, pour la classe druide avec le sort à 6 qui peut vous permettre de piocher 3 relativement facilement, notamment dans un deck aggro ça peut être très fort. Et puis l'archétype, enfin les archétypes board centriques qui vont vraiment prendre un boost, je pense notamment à DH et Paladin. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très certainement demain en stream pour les tests de nouveaux decks, enfin ce soir au moment où vous voyez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Tchuss.